Messieurs, mesdames, bonjour, bienvenue à Panorama diffusé pour Émigré TV à Bilbao, au Pays Basque, avec les supports techniques de Amaya à Bilbao. Eliezer Jiménez Julio vous accueille depuis Genève, Suisse. Aujourd'hui, nous allons parler de la militarisation de la société israélienne et des raisons pour lesquelles les Israélites soutiennent Netanyahou, alors même qu'il dirige et exécute un génocide contre le peuple palestinien et maintenant aussi contre le peuple libanais. Aussi, on va parler avec M. Jean-Pierre Boucher, qui est un Français chercheur sur quoi c'est l'avenir de ce conflit si c'est Trump ou Harris qui gagne la présidence des États-Unis. Notre invité aujourd'hui, on a dit, c'est un chercheur français, Jean-Pierre Boucher. Il est né en 1945 et a fait sa carrière au CNRS, militant de cause internationale et engagé pour la Palestine depuis la réinvasion des villes palestiniennes en 2002 et actif au sein du mouvement BDS France, ça veut dire boycott, désinvestissement, sanctions. Il a coordonné la traduction française du livre Ben White, Être palestinien en Israël, ça veut dire la guillotine, en 2015. Et son dernier travail comme chercheur avec Michel Colomb, qui c'est aussi autre chercheur d'origine belge, le 7 octobre. Ce livre a été présenté ici à Genève la semaine passée. Vous êtes bienvenus à Panorama et on demande à Jean-Pierre Boucher qu'est-ce qui se passe avec la militarisation de la société israélienne. Oui, bonjour, je suis Jean-Pierre Boucher et je suis ce soir pour présenter le livre que j'ai écrit avec Michel Colomb qui s'appelle 7 octobre, enquête sur le jour qui a changé le monde. Et bien donc une des questions qui a été posée au cours du débat concerne la militarisation de la société israélienne et dans quelle mesure elle joue un rôle à l'heure actuelle dans le soutien que reçoit Netanyahou dans ses attaques à la fois contre Gaza et maintenant contre le Liban, et peut-être ultérieurement plus largement. D'abord, la société israélienne est une société militarisée, je peux dire, je dirais pas de la naissance à la mort, mais presque. En d'autres termes, l'éducation donnée aux enfants dans tous les systèmes scolaires, puisque vous avez plusieurs systèmes scolaires en Israël. Il y a le système laïque, le système religieux Haredim, il y a un autre système religieux, il y a l'enseignement qui est donné pour les Palestiniens d'Israël. C'est un enseignement qui est entièrement tourné, sauf pour les Palestiniens d'Israël, qui est entièrement tourné vers la mise en valeur de l'armée, des exploits militaires israéliens, et ceci commence extrêmement tôt, tôt à l'école. Les jeunes aux alentours de 10-11 ans vont par exemple aller visiter des mémorials dans lesquels ils verront des anciens tanks qui vont servir en 1948 ou en 1967. Ils vont être familiarisés avec le fait qu'à partir de 18 ans, ils devront choisir une arme, essayer de choisir une arme, et si possible une arme prestigieuse, c'est-à-dire des brigades d'excellence comme la brigade Golani ou Alexandroni, etc., etc. Ça, c'est présenté comme étant un idéal pour les jeunes. Les femmes font leur service militaire aussi. Les hommes restent réservistes jusqu'à plus de 50 ans et ils font des périodes militaires pendant cette période-là. Donc c'est une société dans laquelle la militarisation est plus importante que dans bien d'autres pays. Je connais peu d'exceptions. Je crois que c'est certainement le pays le plus militarisé au monde. Alors, maintenant, sur la question de pourquoi Netanyahou n'a pas perdu en popularité après le 7 octobre, vous savez, les journaux ne cessent pas d'en parler, qu'il y a eu des manifestations après le 7 octobre pour demander le retour des otages et demander que quelque chose soit fait pour le retour des otages.
la plupart des manifestants qui manifestaient pour le retour des otages ne le faisaient pas avec une quelconque idée de solidarité avec les Palestiniens. Autrement dit, ils ne demandaient pas des négociations avec les Palestiniens, ils demandaient simplement que l'action de l'armée à Gaza soit plus efficace et tournée vers une solution plus rapide, solution militaire plus rapide pour le retour des otages. Donc ça, il faut bien le comprendre, c'est-à-dire ces gens-là ne sont pas du tout des pacifistes, mais ils disent simplement « nous voulons avoir nos enfants qui reviennent, nous voulons avoir notre famille qui revienne ». Donc il n'y a absolument pas de la moindre, sympathie de la part de ces gens-là pour les Palestiniens, encore moins pour le Hamas, mais au contraire une demande d'efficacité militaire. Netanyahou a bien, alors il ne le dit pas de façon explicite, mais il a bien laissé entendre que de toute façon, lui, son objectif n'est pas d'arriver à un arrangement quelconque pour le retour des otages, mais la destruction non seulement de Hamas, mais en fait de toute la société palestinienne à Gaza, ce qui se passe en ce moment dans le nord de Gaza avec grosso modo un génocide par la famine, le montre bien, et on sait très bien que ce n'est qu'une première étape. S'ils réussissent effectivement à se débarrasser de la population palestinienne dans le nord de la bande de Netzarim, ils passeront ensuite au sud et ils iront jusqu'à réduire la population palestinienne à très très peu de choses. Bon, et donc évidemment, dans ces conditions-là, les otages sont considérés comme étant une chose négligeable par le gouvernement. Par contre, il y a à l'heure actuelle, depuis, et ça c'est quelque chose de complètement différent, depuis le début des actions au Liban, là par contre la popularité de Netanyahou a augmenté considérablement. En d'autres termes, Hamas n'est pas considéré par les Israéliens comme étant un danger existentiel, grave, etc. Par contre, le Hezbollah est effectivement une force militaire importante qui, en plus de ça, on peut dire les choses comme elles sont. En 2006, le Hezbollah a remporté une véritable victoire militaire contre Israël, qui a perdu je ne sais pas combien de chars et qui a été obligé de se retirer du Liban Sud au bout de quelques semaines, dans des conditions assez, disons, un véritable échec militaire. Donc là, il y a de la part des Israéliens l'idée qu'en ce moment, ils sont en train de faire une guerre de revanche en plus de ça. Donc non seulement une guerre contre le Hezbollah et d'une manière plus générale les communautés chiites, donc qui sont traitées de la même façon que ne le sont traités les Palestiniens dans la bande de Gaza, mais en plus de ça, une guerre de revanche. Donc, ça donne une certaine popularité à Netanyahou de mener cette guerre-là. Deuxièmement, Netanyahou a adopté un discours qui laisse entendre que la promesse n'est pas seulement de détruire le Hezbollah et de faire la ruine des régions chiites, qu'il s'agisse du Liban Sud ou de la Bekaa ou de la banlieue sud de Beyrouth, mais plus loin que ça, de prendre le contrôle politique du Liban, et puis encore plus loin que ça, ce serait de prendre le contrôle politique de la Syrie, etc. Autrement dit, s'inscrire dans l'idéal sioniste qui est celui du Grand Israël. Et il l'a dit de façon très très explicite devant l'Assemblée Générale de l'ONU. Le jour où il est allé à l'Assemblée Générale de l'ONU et une bonne partie des délégués ont quitté la salle, et ils ont bien fait de quitter la salle parce que ce qu'il a raconté à ce moment-là, il a sorti des cartes dans lesquelles il montrait que son intention était de remodeler le Moyen-Orient et de faire en sorte que le Moyen-Orient devienne un ensemble qui soit sous contrôle politique directement des Israéliens, avec l'espoir que ce soit un contrôle politique commun par les Israéliens et par l'Arabie Saoudite aussi. Il y a d'ailleurs, alors je ne sais pas si c'est sérieux ou pas, mais il faut savoir qu'il y a à l'heure actuelle des informations qui circulent selon lesquelles Israël pourrait non pas favoriser la recolonisation
de la bande de Gaza, mais créer un statut à Gaza dans lequel Gaza serait confié à une administration sous direction de l'Arabie Saoudite, qui réinstallerait, disons, des hôtels, des hôtels de luxe, etc., et en faire une grande, comment dirais-je, un grand lieu touristique, sans Palestiniens bien évidemment, ou alors juste quelques employés dans les hôtels, quoi. Elecciones en los Estados Unidos, Harris-Trump, c'est Oui. qui peut arrêter le conflit israélien contre le peuple palestinien? Malheureusement, que ce soit Harris ou Trump, il n'y aura pas de différence. Je pense qu'elle l'a. Alors, on peut se poser Dans le cas de Trump, la réponse est évidente. Dans le cas de Kamala Harris, on peut dire, oui, elle a fait des déclarations de soutien à Israël, des soutiens très très forts à Israël, parce qu'elle a l'intention de se faire élire, et aucun candidat à la présidence aux États-Unis ne peut faire des déclarations anti-israéliennes. Donc on peut dire, bon oui, mais peut-être que si elle est élue, elle changera d'attitude par la suite. Malheureusement, le passé, pas seulement de Biden, mais disons de toutes les administrations démocrates dans le passé, montre que ces administrations démocrates ont toujours soutenu inconditionnellement Israël. Même si vous prenez l'exemple d'Obama, Obama avait très très bien compris que Netanyahou est un menteur, que c'est quelqu'un de parfaitement insupportable, etc., etc. Qu'est-ce qu'il a fait juste avant la fin de son mandat? Il a fait voter une loi attribuant une rallonge de, je ne sais plus, je crois que c'était 10 milliards de dollars d'aide à Israël. Il a fait ça au cours du dernier mois de son mandat. Donc, il n'y a aucun espoir à avoir du côté d'une administration démocrate, malheureusement. La population du monde, qu'est-ce qu'il faut faire? Rompre les liens avec Israël. Un certain nombre de pays latino-américains ont rappelé des ambassadeurs, etc. Mais je crois qu'il faut isoler progressivement. C'est ce qui a été fait pour l'Afrique du Sud. Il faut mener des campagnes pour faire sortir Israël des instances internationales, que ce soit celles, bien sûr, de l'ONU, mais aussi la rupture de relations diplomatiques, le faire sortir des instances internationales du sport, particulièrement du sport européen, couper les liens universitaires. C'est une série de batailles. Ce n'est pas une, c'est de multiples batailles où à chaque fois il faut gagner un pays, gagner une institution, etc., etc. Ça prendra beaucoup de temps, mais c'est la seule chose qu'il faut faire. Merci. Je vous en prie.